Grâce aux nouvelles découvertes de fossiles et aux nouvelles technologies, nous en apprenons de plus en plus sur la biologie des dinosaures. Certaines personnes se satisfont parfaitement de savoir que certains d'entre eux étaient immenses, terrifiants et agressifs. Mais pour celles qui veulent en savoir plus, l'utilisation de la biologie comparative, l'analyse des pigments et de nouvelles radiographies puissantes nous ont permis de mieux comprendre des caractéristiques spécifiques comme leur couleur, leurs comportements alimentaires et la forme de leur langue. Oui, la forme de leur langue a été pendant bien longtemps une sorte de mystère. En effet, les parties molles et charnues des dinosaures ne sont pratiquement jamais conservées sous forme de fossiles. Mais grâce à la découverte de quelques vestiges d'os hyoïdes qui sont situés à la racine de la langue, devant le cou, nous en avons désormais un aperçu. La plupart des animaux ont cet os hyoïde qui ancre la langue. La forme et la complexité de l'os déterminent la liberté de mouvement de celle-ci. Les scientifiques ont découvert que presque tous les dinosaures avaient une langue simple, posée à plat, extrêmement similaire à la langue que l'on trouve aujourd'hui dans la gueule d'un crocodile. Jetons un coup d'œil à certains dinosaures spécifiques et commençons par le brachiosaure. La plupart des gens connaissent ce dinosaure à cause de son cou. Tu sais, celui qui pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Bien que son cou soit son trait le plus distinctif, son nom se traduit en fait par « lézard à bras » en grec ancien. Il est de notoriété publique que le brachiosaure était l'un des plus grands dinosaures à avoir jamais vécu. En moyenne, il atteignait 23 mètres de long et 12 mètres de haut. C'est à peu près la longueur de 2 bus scolaires et la hauteur d'un immeuble de 4 étages, même si aucun de ces objets n'existait à l'époque de ce grand bonhomme. On connaît des fragments d'os de jambes et de vertèbres appartenant à des espèces de dinosaures encore plus grandes, mais ces restes de squelettes sont trop incomplets pour déterminer leur taille exacte. Donc, ce dinosaure a peut-être été le plus grand de tous les temps. Herbivore réputé, Dieu merci, le brachiosaure aurait mangé jusqu'à 400 kg de matière végétale sèche par jour. La majeure partie était constituée de conifères, de ginkgo et de cycas. Cette cible était peut-être difficile à atteindre pour ce dinosaure, car les chercheurs ont appris que ses dents étaient en forme de cuillère et n'étaient pas idéales pour mâcher la nourriture. Cela signifie que la créature aurait avalé la végétation entière, car ses dents étaient adaptées pour la dépouiller des branches, mais pas pour briser de gros morceaux de plantes. Ceci, ainsi que la forme du corps du dinosaure, suggère que le brachiosaure aurait préféré se nourrir aussi vite que possible. Les dinosaures comme lui ne se servaient pas toujours de leur capacité à dépouiller des arbres imposants pour manger. Les brachiosaures voyageaient en troupeau, se déplaçant vers l'endroit suivant une fois qu'ils avaient épuisé toute la végétation locale. Et vraiment, toute la végétation locale, pas seulement celle qui pendait haut sur les arbres. Il est probable que la créature complétait son alimentation avec de la végétation à des niveaux plus bas, surtout après s'être occupé de tous les arbres à proximité. Cette méthode d'alimentation était la plus intéressante d'un point de vue énergétique pour ce géant. Les chercheurs estiment qu'en grignotant de la végétation plus basse, les dinosaures économisaient jusqu'à 80% d'énergie par rapport à la recherche de sources de nourriture plus hautes. Ils ont également découvert que les narines du brachiosaure se trouvaient sur l'avant de son visage et non sur le dessus. C'est parce que nous savons maintenant que les troupeaux parcouraient des plaines inondables fertiles. Pendant des décennies, on a pourtant cru que ces créatures vivaient dans de profonds marécages. Examinons une autre idée reçue courante sur un dinosaure bien connu. Voici le fameux Tyrannosaurus rex, qui est sans doute le plus célèbre de tous les dinosaures. Des découvertes faites au cours des 100 dernières années ont révélé que les théropodes avaient une peau fortement emplumée. Les théropodes sont la famille de dinosaures à laquelle appartient le T-Rex, alors naturellement, les gens ont commencé à penser que la créature aurait également été couverte de plumes. Cependant, une étude de 2017 a pris des empreintes de peau du dinosaure emblématique et n'a trouvé aucune trace des structures nécessaires pour supporter des plumes. Si le T-Rex avait eu des plumes, elles auraient été limitées à son dos. Les chercheurs admettent que d'autres grands dinosaures de la même famille que le T-Rex ont été découverts avec leurs restes couverts de plumes. Un exemple de cela pourrait être le dinosaure Eutyrannus. Mais pour l'instant, la théorie acceptée est que les plumes n'étaient pas une caractéristique commune des T-Rex.
Il est donc plus tentant de croire que les plumes étaient exclusives aux petits Tyrannosauridae et qu'elles étaient là pour garder la créature au chaud. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les plumes étaient une caractéristique exclusive de la famille des théropodes, mais cette théorie a été démontée. Des preuves fossiles découvertes en Sibérie suggèrent désormais que plusieurs groupes familiaux différents de dinosaures avaient des plumes. Les fossiles sibériens en question appartenaient à une autre espèce de dinosaure. Ce dinosaure, que l'on va surnommer Koulinda, avait une structure de bassin similaire à celle d'un oiseau et mesurait environ 1,20 m de long, soit à peu près la taille d'un réfrigérateur. Comme les plumes des dinosaures servaient à les réchauffer, il est tout à fait possible que les dinosaures des climats froids aient eu plus de plumes que leurs homologues des climats chauds. En général, les animaux plus grands ont moins de mal à rester au frais. Il est donc probable que les grands dinosaures qui vivaient dans ces climats chauds n'avaient pas de plumes du tout. Les dinosaures plus petits qui vivaient dans des climats froids, au contraire, avaient beaucoup de plumes. Nous savons même désormais à quoi ressemblaient certains des dessins et motifs de ces plumes sur les dinosaures, grâce à la découverte d'un ornithomimus complet avec des empreintes de plumes et de peau. Le nom de ce dinosaure est dérivé du grec et se traduit en fait par « imitateur d'oiseaux ». Il mesurait en moyenne 3,30 m de long, presque autant qu'une girafe, et bien qu'il ait été omnivore, il n'avait pas de dents. Ses autres caractéristiques distinctives comprenaient 3 doigts qui étaient tous de la même taille, et malgré son crâne aux os fins, il avait aussi de grandes cavités cérébrales. Ses jambes étaient extrêmement longues, en particulier les os de ses pieds. Si l'on ajoute à cela son bec édenté et son long cou, on peut dire qu'il ressemblait beaucoup à une autruche. Bien qu'il n'ait pas été aussi grand que le brachiosaure ou les autres dinosaures en général, il était plus grand que n'importe quel autre oiseau au monde. Et ce ne sont pas seulement les membres de l'ornithomimus qui le faisaient ressembler à une autruche. Il avait aussi des motifs de plumes très similaires. Sa tête, son cou et le bas de ses pattes étaient pour la plupart dépourvus de plumes, mais le reste de son corps était bien recouvert d'un plumage duveteux. C'est ainsi que l'on appelle la couche de plumes d'un oiseau dans son ensemble. Il est possible, tout comme l'autruche, que le dinosaure ait utilisé ce plumage inhabituel pour réguler sa température corporelle. Bien que certains dinosaures aient possédé des plumes comme les oiseaux, en plus d'être leurs cousins éloignés, ils n'avaient toutefois pas le type de plumes nécessaire au vol pendant la majeure partie de leur existence sur Terre. Les plumes trouvées dans des empreintes fossiles ou conservées dans l'ambre ont permis aux chercheurs de mieux comprendre pourquoi ces créatures n'étaient pas très aérodynamiques. La structure de ces plumes semble être très simple, avec une tige centrale mal définie et flexible. Ces plumes auraient mieux servi à n'importe quel dinosaure comme accessoire de mode, car elles auraient permis d'attirer l'attention des autres dinosaures. Ces plumes auraient également eu la capacité de réguler la température du corps. Tu es surpris d'apprendre que les dinosaures avaient des plumes semblables à celles des autruches ? Attends de savoir que leur lointain cousin reptile avait quelque chose qui ressemblait à de la fourrure. Voici le ptérosaure. Son nom est dérivé du grec ancien et se traduit par « lézard ailé ». Tout comme les dinosaures, on pensait initialement qu'il avait une peau écailleuse ou coriace sur tout le corps. Mais au cours du XXe siècle, des examens de fossiles ont révélé que de nombreuses parties du corps du ptérosaure étaient couvertes de fourrure. L'envergure de ses ailes pouvait atteindre plus de 7 mètres, soit à peu près la longueur d'un bus londonien. Sa mâchoire édentée était très longue et ressemblait à celle d'un pélican. Comment quelque chose qui ressemble à un pélican peut-il être aussi terrifiant ? Cette créature était recouverte de pycnofibres. Il s'agit de structures simples dont la composition ressemblait à celle d'une plume, mais qui ressemblaient à des brins de fourrure. D'autres recherches suggèrent que certaines parties du corps du ptérosaure avaient des sortes de plumes plus complexes avec des brins ramifiés. Si cela est exact, ce serait la première fois que l'on trouve des plumes sur un animal qui n'est ni un dinosaure ni un oiseau. Le problème avec l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures, ce n'est pas vraiment l'astéroïde en soi, mais plutôt le lieu de l'impact. Ce caillou de l'espace a vraiment choisi le mauvais endroit pour percuter la Terre. L'angle de l'impact était aussi mal choisi. S'il s'était écrasé à la verticale, il y aurait eu moins de dégâts. Mais l'impact avec un tel angle a soulevé d'énormes quantités de poussière dans les airs. Après le désastre, des tonnes de suie ont pris feu.
Il y a 65 millions d'années, seulement 13% de la surface de la Terre contenait assez de soufre et de pétrole pour former de grandes quantités de suie. Si l'astéroïde était tombé sur les 87% restants du territoire terrestre, les dinosaures existeraient probablement encore aujourd'hui. Mais il a impacté le pire endroit possible et soulevé 1 million de tonnes de matière inflammable dans l'air. Un nuage de particules incandescentes a empli le ciel et s'est déplacé au-dessus de la surface terrestre. Puis ces particules se sont posées au sol et ont déclenché de très nombreux incendies. En brûlant, les arbres ont libéré encore plus de suie. Mais l'astéroïde n'a pas seulement impacté une surface rocheuse, il est tombé sur la côte dans un lieu où le fond marin était riche en sulfate. Un incendie s'est déclenché suite à l'impact, ce qui a libéré de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. L'air est devenu toxique. Les dinosaures n'avaient aucune chance. Imaginons maintenant que l'astéroïde se soit écrasé à un autre endroit, au milieu de l'océan par exemple. Des vagues géantes auraient inondé une partie de la surface terrestre, mais la plupart des dinosaures auraient survécu. Encore mieux, l'astéroïde aurait pu s'écraser quelque part dans le désert en créant un cratère géant. Et c'est tout. Les quelques dinosaures qui passaient par là n'auraient bien évidemment pas survécu, mais la situation n'aurait pas été si catastrophique. Bon, mettons que les lézards géants soient toujours les animaux dominants sur notre planète. Ils empêchent les autres animaux de se développer, puisque les tyrannosaures et autres reptiles féroces chassent les mammouths et autres créatures. La population de mammifères décline. Les vélociraptors se battent contre les tigres à dents de sabre et les ours pour leur territoire. C'est une bataille pour la survie qui commence entre les dinosaures et les autres animaux. Puis arrive l'âge de glace. Certains reptiles ne survivent pas. De nouveaux acteurs entrent en scène. Les premiers ancêtres des humains. Difficile de cohabiter avec les dinosaures. Ils attaquent les campements et les grottes. Les ancêtres des humains doivent construire des murs pour se protéger. Au passage, le tyrannosaure n'est pas si dangereux que ça pour l'être humain, contrairement à ce que tu crois. De récentes recherches ont montré que beaucoup de proies réussiraient à fuir devant ce prédateur. Oui, dans les films, il rattrape des voitures sans aucun problème. Mais dans la réalité, il ne ferait pas si peur. Les paléontologues et les biologistes ont analysé les os du tyrannosaure et ont découvert qu'il ne pouvait pas courir bien vite. Le maximum de sa vitesse correspond à la moitié de celle d'un athlète. Des milliers d'années passent et les gens ont appris à vivre avec les dinosaures. Ils ont même réussi à apprivoiser certains gros lézards. Ils ont domestiqué les dinosaures herbivores pour développer l'agriculture. Les tricératops et les taureaux labourent les champs ensemble. Imagine des fermes pleines de diplodocus et de brachiosaures. Les gens grimpent sur leurs longs coups et cueillent les fruits des branches les plus hautes. Les stégosaures protègent les troupeaux des loups et des vélociraptors. Les dinosaures à carapace, comme les ankylosaures, aident les humains à traverser les déserts. Ils portent de lourdes charges, comme les chameaux et les ânes. Les humains partagent la planète avec ces grands lézards et vivent en harmonie. La situation est bien différente dans les océans et les mers. Les reptiles aquatiques attaquent les navires faits de bois et attrapent tout le poisson. Imagine que tu sois en train de naviguer vers un autre continent dans un navire plein de céréales, de tissus, de fourrures et d'autres biens. Tout à coup, un mosasaure géant apparaît à l'horizon. C'est l'un des dinosaures aquatiques les plus puissants. À côté, un requin blanc ressemble à une sardine. Cette créature pourrait facilement battre un mégalodon. Tu le croises donc en pleine mer. Il mord la coque du navire et le tire sous l'eau. Les dinosaures aquatiques sont le principal obstacle à la communication entre les continents. Par conséquent, le progrès est ralenti de quelques centaines d'années. Les humains commencent à construire des navires en métal et parviennent à créer des liaisons maritimes. Un problème similaire se présente avec les premiers avions. Imagine que tu sois à bord d'un Boeing. Tu regardes par le hublot et tu vois un ptérodactyle. Ah non, c'est impossible! Ces lézards ailés ne sont pas assez rapides. Mais ils peuvent rattraper les hélicoptères ou les vieux biplans. C'est une vraie menace pour les avions. Les gens décident donc d'installer des systèmes de protection sonore à bord. Les ptérodactyles entendent un ultrason de loin et s'enfuient. Les gens équipent les sous-marins et les navires avec ce même système à ultrasons. Les humains ont compris comment se défendre. Mais un autre problème se présente. Ces lézards sont les rois de la faune et ils pourchassent toutes les autres espèces animales. Les dinosaures traversent la savane africaine et des lézards à fourrure vivent dans les forêts en hiver.
Les lions, les loups et les ours ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les rhinocéros se battent contre les Parasaurolophus. Les stégosaures attaquent les hippopotames et envahissent leur territoire. Les jungles sont peuplées de dinosaures venimeux qui peuvent grimper aux arbres et chasser les singes. Imagine un singe reptilien qui saute d'un arbre à l'autre. Pour sauver les animaux normaux de l'extinction, les humains doivent tenir sous contrôle les populations de reptiles prédateurs. Ils créent alors des réserves et des parcs naturels partout dans le monde pour accueillir ces reptiles et les séparer des autres animaux. Les dinosaures sont désormais sous contrôle. Les grands reptiles ne représentent plus un danger et les humains commencent à élever des petits dinosaures inoffensifs. Certains veulent des caméléons chez eux, d'autres préfèrent les Microceratus. Des expositions de dinosaures sont organisées. Les gens promènent leurs dinosaures comme si c'était des chiens. Les gens font des selfies avec leurs reptiles. Ils vont faire du shopping et se rendent au café. Les dinosaures sont devenus la norme. Ils sont presque mignons. Les humains vont à cheval, à dos de chameau, mais aussi à dos de Pasaurolophus et de Pachycéphalosaures. Ils ont aussi essayé d'apprivoiser les vélociraptors, mais n'ont pas réussi. Ce sont des reptiles dangereux et ils ne sont pas capables d'obéir. Il est aussi difficile d'apprivoiser un vélociraptor qu'un alligator. Malgré tout, les chiens et les chats sont encore plus populaires car ils sont plus intelligents. Le cerveau d'un dinosaure fait presque la taille du cerveau d'une poule. Mais qui sait, s'ils avaient survécu jusqu'à aujourd'hui, ils auraient peut-être évolué et seraient devenus plus intelligents. Ça aurait été un vrai problème pour les humains. Certains chercheurs pensent que les dinosaures n'auraient quand même pas survécu, même sans météorites. Ils devaient supporter leur poids colossal. C'était beaucoup trop lourd pour leurs os et leurs articulations. Ils n'auraient pas survécu à l'âge de glace avec ces caractéristiques. Mais les plus petits lézards auraient peut-être survécu. Les dinosaures rapides et agiles comme les vélociraptors et les pachycéphalosaures auraient survécu. Mais sous quelle forme ? Est-ce que les dinosaures ont évolué en quelque chose que l'on connaît déjà ? Prenons de bonnes vieilles poules par exemple. De nombreux chercheurs pensent qu'elles descendent directement du formidable tyrannosaure. Cet oiseau a des gènes en commun avec le dinosaure. Ouais, difficile à croire. Mais observe le corps et la démarche d'une poule. Enlève-lui ses plumes, recouvre-la d'écailles et mets-lui une mâchoire dentée au lieu d'un bec. Voilà un mini T-Rex. Il n'y a pas que les poules qui descendent des dinosaures. Beaucoup d'oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. C'est étonnant, mais les alligators, les serpents, les crocodiles et les varans ne sont pas aussi proches de leurs ancêtres dinosaures que les pélicans, les cigognes et autres créatures volantes. Après des millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures se sont transformées en ailes et les mâchoires allongées se sont transformées en bec. La génétique des oiseaux permet de comprendre les dinosaures. Les pélicans ressemblent à des ptérodactyles et les autruches à des vélociraptors. Il existe probablement d'autres animaux qui ont des gènes en commun avec nos gros lézards. Si cette météorite ne s'était pas écrasée sur Terre, tous les dinosaures auraient évolué en créatures complètement différentes et inattendues. Les chercheurs veulent étudier attentivement l'ADN des oiseaux et essayer de remonter l'évolution grâce à l'ingénierie génétique. Ils espèrent pouvoir faire naître des dinosaures un jour. Pour ce faire, ils doivent trouver un génome spécifique qui est resté inchangé pendant des dizaines de millions d'années. Ce génome se cache dans l'ADN et il n'est pas si facile de le trouver et de l'extraire. Tu crois qu'en 2050, on verra naître des dinosaures ? C'est une journée comme les autres. Pour le moment, en tout cas. Tu sors du lit les cheveux en pagaille, tu t'étires et tu bailles à t'en décrocher la mâchoire. Si tu dors encore 5 minutes, tu risques de prendre du retard. Donc pas de temps à perdre. Tu te précipites, pas de petit déjeuner, tu prends ta veste et tu sors en claquant la porte. Pouf! Tu te retrouves dans le noir. Tu ouvres doucement les yeux. L'air a une odeur différente et ça te donne un peu le vertige. Tu entends une sorte de cri de dinosaure, comme dans un film. Tu jettes un coup d'œil autour de toi et... Attends, on dirait vraiment la préhistoire. Il fait chaud et humide. Tout autour de toi est vert et luxuriant. Tu aperçois des créatures qui bougent entre les arbres. Certaines d'entre elles ont un bec et ressemblent à des canards qui ont trop grandi. D'autres ont des cornes. Et là, tu réalises que ce sont réellement des dinosaures. Donc, tu es vraiment retourné dans le passé. Après avoir examiné la situation, tu sens quelque chose qui te chatouille le bras. Tu te retournes pris de panique, et là... Ah!
C'est quoi cette créature nichée dans ta manche? La première chose que tu remarques, c'est qu'elle est toute petite. Beaucoup plus petite que ton chat, qui est sûrement en train de faire une sieste dans sa niche au moment où l'on parle. Imagine un colibri, le plus petit oiseau de la Terre. La créature qui est dans ta manche est encore plus petite. Est-ce que c'est un insecte préhistorique? Non, c'est un dinosaure, le plus petit dinosaure qui ait jamais existé. C'est un oculudentavis, ce qui veut dire oiseau, œil, dent. Son crâne mesure moins d'1 centimètre. L'animal entier mesure environ 5 cm. Tu ne sens même pas son poids sur ton bras. Le machin pèse à peine 30 grammes. Il est clairement carnivore. Il a plus de 100 dents minuscules. Elles sont coniques et pointues. Tu bugs 2 secondes. Et si le dino te mordait? Tu ne sais même pas s'il est vénéneux. Mais on dirait qu'il est seulement intéressé par les insectes. Il a aussi d'énormes yeux globuleux. C'est d'ailleurs légèrement dérangeant, sur le côté de sa tête. Ses yeux sont clairement ceux d'une créature qui est particulièrement active le jour. Si seulement tu avais un expert à portée de main, il pourrait t'expliquer pourquoi une si petite créature existait au temps des géants de la préhistoire. C'est probablement à cause du phénomène de miniaturisation. Au fil du temps et des générations, des animaux relativement grands sont devenus de plus en plus petits. Ça peut arriver à des animaux qui vivent sur des îles ou qui sont isolés des autres espèces. Une autre chose qu'un expert te dirait, c'est que cette petite créature n'est probablement même pas un dinosaure. Après avoir examiné le crâne de la petite bête, ou plutôt une fois qu'ils l'auront examiné, les experts ont avancé l'hypothèse que ce n'était pas un dinosaure, mais un lézard. Mais même si cette hypothèse était vraie, ce serait un lézard bizarre. Après tout, il a une tête d'oiseau. Peu importe ce que c'est, tu en as marre de rester immobile. Fais attention de ne pas le déranger. Dès que tu fais un pas, pouf, tout redevient noir. Tu rouvres les yeux doucement. Changement de décor. Tu jettes un coup d'œil aux alentours. C'est là que tu remarques que plusieurs gros buissons commencent à bouger. Tu sais qu'il faudrait t'enfuir, mais ta curiosité l'emporte. Tu t'approches pour voir ça de plus près et te mets à hurler comme une sirène. La créature devant toi ressemble à un mille-pattes. Un mille-pattes géant de 2 mètres de long, le plus gros du monde. C'est un arthropleura. Les chercheurs ne savent pas vraiment pourquoi cet insecte, comme d'autres d'ailleurs, était aussi gros il y a 300 millions d'années. C'est peut-être dû à la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. 30% de l'air à l'époque, 21% aujourd'hui. C'est peut-être cet élément qui permettait aux insectes d'atteindre ces tailles énormes. De plus, ces animaux n'avaient pas de prédateurs. La seule chose qui te rassure un petit peu, c'est que cette bête n'a pas l'air d'être carnivore. C'est un cousin d'un mille-pattes, et il se nourrissait de matière organique en décomposition. Miam! Tu as à peine le temps de reprendre tes esprits, quand soudain, quelque chose passe à côté de ta tête avec un bruissement. Il faut vraiment que tu t'habitues au fait de croiser des créatures géantes et effrayantes. Cet animal volant ressemble à une libellule, mais avec une envergure de 60 mètres minimum. Selon les experts, c'est le plus gros insecte de tous les temps. Le truc le plus fou, c'est qu'il ressemble vraiment à une libellule géante. Mais cet insecte fait partie de l'ordre éteint des méganisoptères. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de passer son chemin, le machin qui n'est pas une libellule, revient vers toi. Tu es paralysé par la peur et tu ne t'enfuis même pas. Pouf! Il fait encore tout noir. Tu devrais y être habitué. Tu ouvres les yeux et tu aperçois une ombre imposante pendant que tu es au sol. Ça, c'est un dinosaure. Tu sais même quel dinosaure c'est. C'est un stégosaure. Ces gros dinosaures ont existé à la fin de l'ère Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Ils se caractérisaient par des plaques osseuses sur le dos. Les plus grosses mesuraient 60 cm de hauteur et 60 cm de largeur. Les stégosaures étaient lourds, gros et maladroits. Ils atteignaient la hauteur de 2 personnes adultes et pesaient environ 5 tonnes. Malgré ce corps énorme, ils avaient un petit cerveau. Soit un cerveau 2 fois plus petit que celui de nos chiens d'aujourd'hui. C'est pour ça que le stégosaure était si lent. Certains experts considèrent qu'il ne dépassait jamais les 8 km/h. Avant même de pouvoir commencer à paniquer,
tu te rends compte que la bête n'est vraiment pas intéressée par toi. Par contre, c'est un gros mangeur de végétaux. Grâce à son bec sans dents, il parvient à croquer dans les plantes basses comme les pins, les fougères et les cycas. Bon, ce n'est pas encore l'heure de se reposer sur ses lauriers. Une ombre traverse le ciel. Tu le connais, celui-là aussi. C'est un ptérodactyle, la première espèce découverte de ptérosaures, de grands reptiles volants. Le ptérodactyle marchait sur 4 pattes et, contrairement à certains de ses cousins, il avait des dents. Même si ces créatures étaient des créatures volantes, ce ne sont pas les ancêtres de nos oiseaux. Ces derniers sont les descendants de petits dinosaures qui marchaient sur 2 pattes et étaient couverts de plumes. Bon, le ptérodactyle qui est en train de voler au-dessus de ta tête n'est pas aussi effrayant que dans les films. Il est plutôt petit, son envergure ne dépasse pas le mètre. Mais juste pour être sûr de rester sain et sauf, tu décides de te cacher sous un arbre. C'est comme avec les pigeons, vaut mieux pas recevoir un cadeau sur la tête. Ça, c'est fait. Comme par hasard, pendant que tu cherches à atteindre la forêt pour être a priori en sécurité, tu trébuches sur une racine, tu tombes sur le dos et pouf, c'est le blackout. Quand tu te réveilles, pour la énième fois, tu as du mal à respirer. On dirait que quelque chose est enroulé autour de ton corps. Tu relèves doucement la tête pour voir et... Ah, est-ce que je vais survivre à cette journée? Un serpent géant s'est enroulé autour de toi. Il est tellement grand que tu le reconnais immédiatement. C'est le titanoba. Il n'existe aucun autre reptile aussi gros, ni vivant, ni éteint. Ce serpent pesait plus d'1 tonne et mesurait probablement 13 mètres environ. En guise de comparaison, l'un des plus gros serpents actuels vivants, l'anaconda, pèse 1/4 de tonne et atteint les 9 mètres de long maximum. Le titanobia vivait en Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. Il aimait les coins les plus humides des forêts tropicales, comme l'anaconda. Les chercheurs ne sont pas totalement sûrs, mais ils considèrent que ce serpent pouvait soit vivre dans l'eau, soit juste aux abords. Il se nourrissait probablement de crocodiles, de tortues et de poissons. Soudain, tu sens que le serpent se met à bouger. Est-ce qu'il va t'écrabouiller? C'est là que tu regrettes de ne pas pouvoir voyager dans le temps quand tu veux. Et là, pouf, encore une fois. Tu te retrouves sur les quais d'un large fleuve. Tu t'approches de l'eau et tu remarques que quelque chose bouge sous la surface. Tu te baisses pour voir ce que c'est, puis tu recules brusquement. Le poisson de 60 cm de long que tu viens d'apercevoir a une rangée de dents triangulaires aiguisées et dentelées comme un couteau à pain. C'est le méga piranha. Il faut être extrêmement prudent. La morsure de ce poisson est vraiment puissante. Elle peut atteindre 30 fois le poids du piranha, à savoir de 9 à 14 kilos en moyenne. En guise de comparaison, les piranhas modernes ne pèsent pas plus de 900 grammes. Le méga piranha vivait en Amérique du Sud il y a entre 6 et 10 millions d'années. C'est trop vieux et trop loin pour toi. Tu t'assois par terre, loin de l'eau, et tu attends. Tôt ou tard, tu vas entendre un pouf et retomber dans le noir. L'aventure va continuer. Puis d'un coup, tu repenses au goût étrange du burrito que tu as mangé la veille. Est-ce que ça peut avoir un lien ?